Cette actualité sur l'aviation avec ce crash terrible qui a coûté la vie à 241 personnes, un Boeing 787 qui s'est crashé peu après le décollage. On n'a pas les événements encore du drame, on n'a pas les détails, les raisons, mais Anne-Charlotte Fredenucci, on est 3 jours avant le Bourget. Le patron d'Air India venait d'atterrir quand il a appris la nouvelle. Il est reparti dans l'autre sens. Est-ce qu'on peut dire que ça change l'édition, que ça gâche? Évidemment, ça sera dans toutes les têtes. Évidemment, ça sera dans toutes les têtes, mais il ne faut pas oublier que nous n'avons pour l'instant aucun compte-rendu d'enquête. L'information est certes une information dramatique, mais nous ne savons pas la cause de ce crash. Et donc, il faut relativiser. Le Salon du Bourget est un événement énorme, c'est le plus gros événement aéronautique au monde. La dernière édition 2023 a rassemblé 300 000 visiteurs, dont, je le rappelle, 170 000 visiteurs grand public. C'est-à-dire que c'est également une grande fête populaire, en plus d'être une grande fête de l'industrie aéronautique. Et donc, on attend une édition 2025 record, malgré cet accident qui, pour l'instant, reste un accident dont on ne connaît pas les causes. Mais c'est vrai que vous avez raison, c'est que le Bourget, c'est intellectuellement assez génial et que c'est qu'il y a un côté fierté industrielle. Enfin, c'est un événement qui est vraiment hyper sympa, en fait. Absolument, on y retrouve des familles. Je vous donne un exemple. Chez Ametra, vous le savez, nous concevons, nous fabriquons des équipements, notamment pour l'aéronautique, la défense, le spatial. Eh bien, le samedi, nous affrétons un bus qui vient de notre usine près d'Angers. Et donc, nous avons nos collaborateurs, leurs enfants, leurs parents, leurs amis. Et ils viennent tous dans le bus et on a rendez-vous à 16h sur notre stand pour un goûter convivial. Et en même temps, ils sont tous ravis d'aller voir voler le Rafale dans lequel Ametra contribue à fabriquer les commandes de vol, des harnais. Nous avons 5 équipements différents qui volent dans le Rafale. Donc, quelle grande fierté pour les collaborateurs d'Ametra de venir à ce salon. Alors, je reviens au sujet indien, parce qu'il faut dire à quel point le marché indien est aujourd'hui un relais de croissance, s'il y en a besoin, parce qu'il y a déjà beaucoup de commandes, mais pour l'ensemble de l'industrie aéronautique, il voit des perspectives de croissance colossales. C'est vrai, c'est un relais de croissance pour l'aéronautique civile et pour l'aéronautique militaire, évidemment, que ça soit Airbus, que ça soit Dassault, et toute la supply chain derrière. Ametra, pendant 6 ans, a d'ailleurs fabriqué en Inde pour le compte de ses clients. Donc oui, c'est un grand relais de croissance. Mais là encore, ne faisons pas un focus. Certes, c'est un événement dramatique, c'est un événement dont on ne connaît pas les causes, mais ne faisons pas un focus sur un événement. L'Inde va rester le pays de la grande croissance de l'industrie aéronautique dans les années à venir. Roland Gillet, c'est un Boeing qui est concerné par cet accident. C'était un des appareils qui n'avait jamais eu de problème. Donc ça fait un sujet encore en plus pour Boeing. Le titre a chuté aujourd'hui. Alors je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle pour Airbus, mais en tout cas, pour Boeing, ça fait encore un événement dramatique supplémentaire. C'est ça qui est malheureux, c'est d'abord que ce soit un Boeing ou un Airbus, quand un avion tombe, ça tue beaucoup de gens et c'est forcément très malheureux. Mais c'est clair que, comme vous l'avez très bien rappelé, le marché restera avec la croissance qu'il doit avoir, donc on vendra des avions à ceux qui en ont besoin. Ça tombe mal parce que c'est au Salon du Bourget. On ne sait pas très bien ce qui s'est passé. Peut-être d'ailleurs que ce n'est même pas un problème lié à Boeing. Ça peut être une erreur de pilotage, ça peut être un terroriste. Enfin, puisqu'on ne sait pas, quand on ne sait pas, je pense qu'on ne peut pas dire grand-chose. Par contre, c'est vrai que ça tombe de nouveau sur un Boeing, à un moment où Boeing a quand même enchaîné des déceptions. Je ne parle même pas de l'épopée 737 MAX qui a duré quand même des années avec des tas de procès et ainsi de suite. Mais ça montre aussi quelque chose. C'est qu'au niveau européen, en dehors du match Boeing-Airbus, c'est quand on est unis, on sait créer un leader mondial comme Airbus qui rivalise, sans même parler des accidents de Boeing, très bien avec Boeing, qui pour ça a reçu beaucoup d'argent public aussi pour la défense américaine. Et donc quand on est unis, on est très fort au niveau européen. Et vous le citiez avec les composants que vous apportez aussi à des avions de chasse en Europe. C'est quand on est unis qu'on voit la force des Européens. Cet événement-ci, c'est un événement malheureux, mais c'est vrai que sans ou avec, Airbus aujourd'hui est un vrai rival de Boeing et je pense qu'on peut en être fier. Dorothée Rouzet, quand on voit la croissance française qui est relativement morne, quand on voit l'ensemble des carnets de commandes dans l'ensemble de l'industrie qui dit moi je manque de demandes, dans l'aéronautique, clairement, européen, dans le militaire, dans le spatial, là on a des carnets de commandes qui sont pleins, on a une sorte d'exception. Oui, en tout cas, c'est un secteur qui a eu beaucoup de difficultés. Donc Airbus a eu beaucoup de difficultés après le Covid, avec les problèmes de chaîne d'approvisionnement, avec des problèmes aussi de main-d'œuvre. Donc, en fait, tous les problèmes d'offres et de capacité à produire. Le problème d'Airbus, effectivement, clairement, c'est pas un problème de demande parce que
Airbus est performant et parce que la demande mondiale d'avions est en fait assez dynamique. Alors, ça pose des questions par rapport aux objectifs de transition écologique, mais il est vrai que dans le monde, la classe moyenne se développe, les gens ont envie de voyager et ça fait des commandes d'avions dynamiques. Donc, les carnets de commandes d'Airbus, ils sont pleins pour les 8 années à venir. Leur souci, c'est de maintenir les cadences de production, qui a été leur souci des dernières années. Alors, depuis, ils ont quand même beaucoup rattrapé en 2023-2024. Maintenant, ils reviennent à des cadences de production pas tout à fait ce qu'ils avaient avant Covid, mais normal, et en tenant leur planning de livraison. Et leurs plannings de livraison sont en assez forte croissance pour les années à venir. Donc c'est vrai que pour l'industrie européenne, c'est une poche qui va plutôt bien et qui a surmonté ces problèmes d'offres assez largement et dont le sujet est toujours plus du côté du recrutement et maintenant de l'impact de la guerre commerciale, parce qu'il faut aussi voir que voilà, on dit Airbus contre Boeing. Ouais, bien sûr. Bon, en fait, Airbus a beaucoup de sous-traitants aux États-Unis, Boeing a beaucoup de sous-traitants en Europe. Tout ça est très n'arrange imbriqué. personne, ouais. Donc, si on met des tarifs de 10, 20, 50% sur ces échanges croisés, ça perturbe les deux. C'est pas bon pour Airbus non plus. Donc, je dirais, il y a ce sujet-là qui les touche, mais c'est pas un problème de demande aujourd'hui. On va revenir sur le sujet de la guerre commerciale ensuite, mais Anne-Charlotte Frédérucci, vos carnets de commandes sont pleins. Vous avez, vous, aujourd'hui, un problème de recrutement? C'est ça votre contexte? Nos carnets de commandes sont pleins et oui, nous avons un problème de recrutement. Effectivement, nous avons un problème de recrutement que nous traitons en communiquant énormément. Je reviens au Salon du Bourget. Le vendredi sera consacré aux femmes de l'aéronautique. Donc c'est vendredi de la semaine prochaine, ouais. Vendredi de la semaine prochaine. Nous aurons 180 prises de parole de femmes de l'aéronautique et du spatial et j'aurai la chance de représenter 180 femmes. 180 femmes qui vont parler. J'aurai la chance de représenter Ametra dans ce contexte-là et nous allons expliquer pourquoi ce métier est absolument passionnant et pourquoi il y a des passionnés et EES dans ce métier de l'aéronautique, du spatial et de la défense, parce que c'est un métier qui est encore considéré à tort comme masculin. Or, il nous faut des jeunes filles talentueuses pour venir dans ce métier. On voit bien que les jeunes filles aujourd'hui s'auto-limitent et c'est bien dommage parce que c'est un métier pour lequel les femmes ont toutes les qualités pour réussir. Je reviens juste au sujet des commandes. On a pas mal traité ce sujet-là sur BFM Business ces derniers temps avec des sous-traitants parfois qui disent les carnets de commandes sont pleins pour les gros, mais nous les petits, ça ruisselle pas toujours. On attend les commandes, on attend notamment la commande publique qui fait des annonces sur des plans d'investissement, mais nous, on ne voit pas ça directement dans nos bilans. Vous voyez ces commandes publiques être là ou pas chez Ametra ? Je vous confirme qu'il y a beaucoup de délais entre les annonces en matière de commandes publiques dans l'aéronautique de la défense et le fait que ça ruisselle jusqu'aux ETI et PME. Pour l'instant, chez Ametra, on n'a pas vu augmenter les commandes en matière de défense. Je reviens à ce sujet dont on parlait ce matin ensemble dans la matinale Roland Gillet sur la vitesse d'exécution de l'Europe. Là, typiquement, on est dans ce sujet-là. C'est-à-dire qu'on annonce des plans, on annonce des hausses de commandes stratosphériques et puis voilà. Oui, mais on a aussi les moyens qu'on a, quoi. Donc, quand on annonce 800 milliards, ou 850 selon le cas, mais disons 800 milliards, et qu'on en a 150 qui viendront de l'Europe au niveau d'un emprunt européen, il en reste 650. On a juste donné une autorisation à des pays aussi comme la France qui sont en déficit excessif de s'endetter encore plus, mais sur leur propre compte. Donc clairement aujourd'hui, et c'est réparti sur 4 ans. Donc quand on voit 800 milliards divisé par 4, ça fait 200, que je vous dis ce que je vous ai dit il y a 5 minutes, et qu'on voit en plus des acteurs comme l'Allemagne, qui, eux, pour le coup, dans la défense, interviennent beaucoup puisqu'ils ont décidé d'ouvrir leur bourse aujourd'hui à ce type d'investissement. Eux, ils sont dans un volet où ils sont responsables pour une large part du déficit commercial avec les États-Unis. Et donc, comme ils savent aussi qu'ils vont devoir négocier avec Trump, parce que c'est Trump pour le moment qui est le responsable pour les États-Unis, ils sont très heureux de pouvoir dire, alors que c'est pas sympa pour tous les autres, sur la partie des 650 milliards, moi, la partie que je vais mettre, je dis déjà que je vais avoir un biais américain. Alors, ils le justifient pour des raisons technologiques, ce qu'ils veulent, mais derrière, ils savent déjà que dans la négociation avec Trump, ce sera un élément très positif, puisque avant, ils ne pouvaient pas faire du militaire, oui. Maintenant, ils peuvent le faire, et ils vont acheter du matériel américain, où ils vont pouvoir être, entre guillemets, un peu mieux écoutés par rapport aux tarifs que viendra à un moment ou un autre sur la table directement entre les États-Unis et l'Allemagne. Donc aujourd'hui, je reviens à ce que je voulais dire avec ça, on a des moyens limités, on ne les joue pas toujours de façon solidaire, et regardez même sur les 150 milliards restants sur lesquels là, il y aura un endettement de la Commission et une répartition, on voit qu'il y a un bien national selon qu'on a déjà des entreprises qui produisent du militaire ou pas. Et donc c'est notre logique du un pour tous et chacun pour soi qui revient chaque fois. Si vous regardez dans les tarifs,
on met des produits en fonction du déficit commercial qu'on a national avec les États-Unis et des endroits où ça fait mal chez chacun. Et donc, on vient avec un gros panier sur lequel on est prêt à concéder plus ou moins. Mais quand, comme c'est une compétence européenne et de la Commission, les tarifs, on est bien obligé de passer par là, on voit la cacophonie que ça fait. Donc, on a un problème de jouer solidaire parce que c'est encore des biais nationalistes qui font fonctionner le système. Charlotte, vous voyez ça dans l'industrie, toujours le biais national, on n'arrive pas à travailler entre Européens ? Alors, tout le monde voudrait faire l'Airbus de quelque chose. Ah ouais, Airbus, des batteries, du spatial, voilà. de tout, c'est clair. Mais effectivement, en dehors d'Airbus, il est quand même compliqué d'arriver à faire émerger des géants européens. Et pourtant, on en a besoin. Une souveraineté européenne militaire est absolument nécessaire. On n'aura pas les moyens de développer le meilleur char français, le meilleur avion de chasse allemand, le meilleur... Il faut se européaniser. Alors peut-être, oui, par des équilibres, c'est la tentative qui a été faite avec un blindé européen dont l'Allemagne prendrait le lead et puis un système de combat aérien du futur dont la France prendrait le lead. Mais c'est Ricardo, quoi. Chacun sa spécialité. Et puis... Oui, mais ça fait des années qu'on parle de cette spécialisation et ça fait des années qu'on a vraiment du mal à accoucher du projet en question.